Donc on va effectivement évoquer le projet Géode qu'on a co-animé avec Ludovic. Et comme l'a dit Chris, la question de la terminologie inter, pluri ou transdisciplinarité, c'est pas seulement enfin, c'est pas une querelle de mots, mais c'est effectivement une terminologie qui permet un peu de réfléchir à nos pratiques. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en fait dans cet exposé avec Ludovic, de se poser la question finalement, est-ce qu'on a eu des démarches plutôt pluridisciplinaires, interdisciplinaires, peut-être pas transdisciplinaires, parce qu'il me semble qu'il y a l'idée d'émergence d'une nouvelle cohérence qui dépasse en quelque sorte chacune des deux disciplines, mais ça pourrait se poser au niveau des humanités numériques, me semble-t-il. Si. Et donc, on va s'interroger par des exemples, en fait, de travaux. Et en conclusion, on reviendra aussi sur certains indicateurs objectifs que se donne l'HCERS, par exemple, pour évaluer l'interdisciplinarité de certaines unités, question de mode de collaboration, la combinaison de modèles, etc. Donc, on en reparlera en conclusion. Voilà, alors, Géode, en fait, c'est un projet qui s'intéresse à l'évolution, hein, au changement, finalement, des discours géographiques tenus dans les encyclopédies du 18e à nos jours. Mais là, on va focaliser notre exposé sur des encyclopédies du 18e, à savoir l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, d'une part, et puis on évoquera aussi le dictionnaire universel français-latin de Trévoux, donc deux entreprises encyclopédiques du 18e siècle. Alors, cette question du discours géographique, on a fait l'hypothèse qu'elle impactait au moins deux niveaux. La question du dit, ce qu'on pourrait appeler le dit, c'est-à-dire l'univers référentiel qui est mobilisé par les articles de géographie dans les encyclopédies. On nous parle de lieux, de personnes, de peuples, etc. Et puis le discours lui-même, c'est-à-dire le niveau plutôt du dire, du générique, c'est-à-dire comment, au fur et à mesure du temps, la manière de parler du géographique, finalement, peut évoluer. Donc, donc vous l'avez compris, on sera deux pour faire cet exposé, le linguiste et l'informaticien. Pour le projet, on a aussi collaboré et travaillé avec des géographes et des historiens sur toutes ces questions-là. Et donc là, on va reprendre seulement deux exemples, deux grandes tâches du projet. On va essayer de voir dans ces deux exemples-là, dans ces deux problématiques-là, comment on a essayé d'interagir, comment on a dû interagir pour avancer. Donc les deux tâches en question, les deux thèmes en question, c'est d'une part le repérage et la classification des entités nommées dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc, juste pour repréciser un petit peu rapidement, c'est l'entité nommée au sens, de manière très schématique, les noms propres, donc les noms de personnes, les noms de lieux en particulier, et puis certains autres types d'entités. Donc voilà, essayer de repérer des formes linguistiques décrivant les lieux, les personnes, des dates, etc. Et le deuxième thème, ce sera sur la question de la classification des domaines de connaissances, à la fois pour Diderot et d'Alembert, enfin pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et pour le dictionnaire de Trévoux, où là on s'intéresse plutôt à une problématique de classification de textes et d'identification donc des disciplines décrites dans les articles de ces dictionnaires ou encyclopédies. Donc est-ce que c'est de l'histoire, de la médecine, de la géographie, etc. Et avant de rentrer un petit peu dans comment on a vraiment interagi pour réaliser ces tâches-là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on voulait obtenir à la fin du projet, quel était notre objectif, qu'est-ce qu'on voulait voilà, produire, qu'est-ce qu'on voulait avoir comme résultat. Alors c'est seulement des exemples, ça ne couvre pas tout ce qu'on a voulu, enfin, tout ce qu'on a fait dans le projet, mais c'est quelque chose un résultat un petit peu tangible, on va dire. Donc d'un côté, c'était le fait de pouvoir avoir une cartographie, donc on s'intéressait à la géographie dans l'encyclopédie. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il n'y a pas de carte. La plus grosse discipline représentée, c'est la géographie. Donc en nombre d'articles, c'est la géographie qui est le plus représentée. Mais il n'y a pas de carte. Donc un objectif du projet, c'était ça, c'était de pouvoir faire la carte que Diderot et d'Alembert n'avaient pas faite. Donc là, j'ai mis juste quelques illustrations qu'on a pu faire au cours du projet, donc qui montrent qu'on a en partie quand même réussi à faire cette cartographie.
Et un deuxième aspect, c'est avec un petit exemple pour illustrer, c'est la notion de structuration de l'information qui est stockée, qui est décrite dans ces œuvres sous la forme de graphes de connaissances. Et là, un exemple très concret. Donc ça, c'est un exemple issu de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Je ne sais pas si on voit la souris. Donc, par exemple, il y a une entrée pour Bayonne, la ville de Bayonne, et c'est seulement un renvoi vers un autre article avec une autre orthographe, donc Bayonne, mais avec une autre orthographe. Et en fait, ce renvoi, qui est fait dans l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, ne renvoie vers rien. Il n'y a pas, l'autre entrée n'existe pas dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Sauf que Bayonne, si on regarde dans l'ensemble de l'œuvre, pas en tant que vedette, c'est-à-dire pas en tant qu'article lui-même, mais d'autres articles peuvent faire référence à Bayonne. Et une fois qu'on arrive à structurer, à capturer les relations entre les autres lieux qui peuvent parler de Bayonne, entre eux, pour se positionner, certaines relations de distance par exemple, et bien une fois qu'on arrive à mettre tout ça dans une même base de données, ou ici sous forme de graphe de connaissances, on peut retrouver, entre guillemets, la définition de Bayonne. On peut savoir où est Bayonne, comment il se situe par rapport aux autres lieux, etc. Donc il y avait cette question de pouvoir structurer l'information pour pouvoir l'interroger et naviguer dedans d'une autre façon que juste parcourir séquentiellement les articles les uns après les autres, et puis si un article n'existe pas, on est perdu. Donc ça aussi, c'est un des résultats du projet, de cette structuration automatisée sous forme de graphe de connaissances. Je ne sais plus. Non, c'était bon. Vas-y. Oui, j'y pense, mais finalement, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est un beau travail d'interdisciplinarité. Il serait intéressant aussi de l'interroger en tant que tel. Bon. Alors, donc, la question en thème numéro 1, c'est le repérage des entités nommées. Donc, Ludovic a expliqué un petit peu en gros de quoi il s'agissait. Et évidemment, ce n'est pas une mince affaire que de repérer ces entités nommées dans un texte du XVIIIe siècle, parce que plus on s'éloigne de la France, plus les toponymes, par exemple, ont changé, hein, et finalement sont aujourd'hui opaques parce qu'on n'a pas de répertoire qui nous permette de faire la liaison entre les noms de lieux du XVIIIe siècle et ceux qu'on va rencontrer aujourd'hui. Et donc c'est un véritable verrou scientifique à lever que de repérer ces entités et ensuite de les géolocaliser pour permettre d'aller vers une carte. Je rappelle aussi que le dictionnaire universel de Trévoux n'a pas non plus de carte, hein, ni l'un ni l'autre. Donc l'informaticien, c'est toi. Oui. Et donc là, en fait, on a essayé de faire un petit peu un jeu de ping-pong de comment on a interagi, qu'est-ce qu'avait besoin de l'un par rapport à l'autre pour avancer et arriver à tenir ces objectifs-là. Et donc ici, l'idée, c'était que du point de vue de l'informatique, des outils, de la mise en place des outils, pour pouvoir repérer ces éléments-là, ces indices, ces entités dans les textes, on avait besoin de modéliser, de catégoriser. Donc on a besoin de définir ce qu'on appelle une ontologie, c'est-à-dire une liste de concepts qu'on va pouvoir mobiliser pour pouvoir justement faire procéder à l'extraction et à la structuration. Et ici, donc, il y avait plusieurs approches possibles. Une des approches, c'était notamment des approches plutôt symboliques. Donc on n'est pas dans le côté IA comme on a aujourd'hui avec l'IA générative, etc. On est plutôt dans les premières méthodes d'IA sur de l'IA plutôt symbolique. Et donc l'idée, c'était de voir en interaction comment de voir comment les aspects plutôt linguistiques pouvaient aider à construire ces règles pour aller faire l'extraction. Donc identifier, c'est ce qu'on appelle ici les classes d'indices, c'est-à-dire les éléments linguistiques qui vont nous aider pour faire l'extraction. Voilà, alors donc ça tombe bien parce que les linguistes, ils connaissent la sémantique distributionnelle et ils savent que des termes qui vont entrer dans une catégorie commune vont normalement partager une certaine distribution. Et donc il faut travailler sur l'identification des co-occurrences, c'est-à-dire des environnements distributionnels, si vous voulez, un peu constants pour les termes qui appartiennent à une même catégorie. On a en linguistique de corpus des plateformes d'exploration comme TXM à l'ENS qui permettent de faire ce type de travail. Et donc le linguiste que je suis a pu apporter à l'informaticien qu'il est des informations sur les contextes et donc des règles symboliques permettant de mieux identifier dans les textes telle ou telle classe ou sous-classe d'entités nommées. Donc ensuite, à partir de ce résultat-là, de ces règles qui ont pu être définies, moi, mon rôle, ça a été de les implémenter
Donc, alors, je peux passer sur les termes techniques, donc sous forme de transducteur, c'est-à-dire c'est une façon d'implémenter des règles et de pouvoir appliquer des règles sur un texte qui va agir sur ce texte, donc soit rajouter de la notation par-dessus ce texte ou faire de l'extraction. L'intégrer dans une plateforme que j'avais déjà développée par ailleurs dans des précédents projets, donc mettre en place ces nouvelles règles spécifiquement définies pour le cas de l'encyclopédie, pour traiter très spécifiquement ce type d'article avec ce type d'entité dans cette plateforme, et donc mettre en place ce système automatiser un petit peu ce qu'avait pu faire le linguiste avec des outils de textométrie, et donc l'automatiser sous forme d'outils d'extraction d'informations. Et donc il y a un petit schéma ici qui montre qu'il y a un petit peu une boucle en fait, et ça se reverra aussi dans la suite. Ça se fait pas en une fois, c'est pas juste le linguiste fait ses règles de son côté, il me les donne, je les implémente. Il y a vraiment une boucle, une interaction sur, on revient, on regarde ce que ça donne, on corrige, il y a des erreurs, on essaye de comprendre d'où ça peut venir, est-ce que ça vient des règles, est-ce que ça vient de l'implémentation, etc. Donc il y a vraiment une interaction et vraiment une boucle d'interaction. Oui, alors la question qu'on s'est posée quand on est arrivé à des résultats dont on n'était pas mécontent, c'est de savoir si finalement les approches statistiques de type neuronal ou avec les grands modèles de langue, finalement, ne feraient pas mieux. Ah, c'est toi qui devais le dire, mais ça fait rien. Et donc, ça fait toujours frémir le linguiste, ce type de questions, parce que dans les années 80, ou plutôt 90, il y avait quelqu'un qui s'appelait Janinet, qui travaillait à IBM, qui avait lancé dans une conférence de Tal de manière assez, enfin, sous la forme d'une boutade provocatrice, hein. Alors, je ne le dis pas en anglais, mais en français, hein, chaque fois que je vire un linguiste de mon équipe, la performance de notre système s'améliore de 10%. Donc, c'était une boutade qui a fait beaucoup réagir, mais en même temps, ça soulignait finalement l'affranchissement progressif du TAL par rapport aux compétences dans le domaine linguistique. Et donc, ça, effectivement, ça a signé aussi une étape de progression du TAL. Donc, bon, on s'est dit, il faut quand même comparer, il faut regarder ce que proposent les grands modèles de langue et ce qu'on obtient avec eux. Et puis, comme j'avais qu'un linguiste, je l'ai gardé parce que sinon... Donc on a effectivement on a comparé, on a évalué des approches beaucoup plus, on va dire, contemporaines, avec des modèles donc les LLM par exemple, des modèles, des grands modèles de langage, des modèles pré-entraînés, où l'aspect où on peut les utiliser sans sans injecter de la connaissance a priori. Pour faire très brièvement les résultats, là c'est juste pour illustrer, mais donc on a bien pu comparer selon les différentes classes d'éléments qu'on recherche. Ce qui apparaît, c'est qu'en moyenne, ils sont plutôt, les approches qu'on a pu tester sont plutôt meilleures, dans le sens où elles sont plus génériques, là où les règles qu'on va pouvoir définir sont trop strictes, trop figées. Donc on a maintenant des modèles qui vont être potentiellement plus génériques, qui vont s'adapter plus facilement, mais qui, sur certaines classes d'entités ou d'informations qu'on recherche, vont pouvoir être moins performants. Donc ils vont être meilleurs en moyenne, mais pas forcément sur toutes les classes qu'on recherche. Donc ça peut éventuellement poser problème en fonction de la tâche qu'on veut faire. Et puis il y a un effet boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément expliquer pourquoi ça marche, ou quand c'est plus problématique, c'est quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Là où un système à base de règles, notamment comme on a pu développer avant, on avait vraiment la main sur la compréhension de expliquer pourquoi un phénomène se produit, on sait d'où ça vient, on sait l'expliquer, ou quand un cas ne marche pas, on sait aussi expliquer les limites de nos règles. Et en fait, au global, on arrive un petit peu sur une approche un peu hybride, où il y a un petit peu les deux qui sont nécessaires en fonction du type d'information, en fonction de la tâche qu'on souhaite réaliser. Il y a un petit peu les deux approches qui sont en fait plutôt complémentaires. Voilà, donc le linguiste souffle un petit peu là, de soulagement, parce que, bon, au moins pour certaines catégories, les méthodes symboliques sont aussi performantes que les LLM et moins coûteuses en énergie. Donc on a encore une relative utilité en TAL. Voilà, on peut peut-être la diapo. Et donc, ça, c'était juste un petit peu pour essayer de voir sur cette étape-là, sur ce thème-là, voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit là, un petit peu comment on avait interagi, on va dire, sur ces aspects pluri- ou interdisciplinaires. Et en fait, je pense que sur ce thème-là, il y a vraiment deux phases, deux aspects. Il y a vraiment un des aspects qui est l'un fournit des données à l'autre, voilà, donc la définition des règles et puis leur implémentation, donc quelque chose de plutôt séquentiel. Mais
Après ça, il y a vraiment le côté interaction et boucle d'interaction et remise en question, réidentification des objectifs, vraiment le côté évaluation des résultats et la remise en question, où là, c'est vraiment plus une boucle et on est, à mon avis, enfin à notre avis, plutôt sur un côté interdisciplinaire où les deux vont pouvoir remettre en question des choses qui sont propres à chacune des disciplines. Bon, deuxième point, il faudra qu'on aille plus vite. C'est la question des domaines de connaissances dans l'encyclopédie d'une part et le dictionnaire universel de Trévoux d'autre part. Bon, c'est une question éminemment complexe et à multiples facettes, donc on ne peut que l'effleurer ici. Mais ce qu'il faut, sur le premier point sur lequel on peut assister, c'est qu'au XVIIIe siècle, ces dictionnaires universels sont des vecteurs importants de diffusion des connaissances et l'activité scientifique est en pleine ébullition au XVIIIe siècle, les choses changent beaucoup et les dictionnaires ont un rôle de mise à disposition d'un certain nombre de ces connaissances. Et un des objectifs du projet, c'était de comparer l'évolution en fait des domaines de connaissances et leur traitement dans les différentes encyclopédies et les différentes éditions éventuellement quand on a une édition, enfin une encyclopédie sérielle à plusieurs éditions. Donc là, c'est à la fois un peu pareil, mais quand même assez différent dans la façon d'interagir et dans les besoins qu'on avait pour automatiser ce repérage. Donc d'un point de vue, on va dire, développement des outils, il y a différentes étapes, je vais pas forcément les citer, mais on a dû expérimenter différentes méthodes de classification de texte, puisque c'était cette tâche-là qui était concernée, donc pour voir un petit peu qu'est-ce qui serait le plus adapté à notre tâche avant d'essayer de la spécialiser. On a fait une première application sur Diderot. Donc pour Diderot, on avait déjà un corpus de documents pour lesquels on avait des labels, donc des classes associées avec donc ces domaines de connaissances. On avait par contre un gros problème du nombre de classes. On avait un nombre de classes beaucoup trop important pour appliquer des modèles de classification. Le but du modèle, c'est modéliser, donc c'est généraliser, c'est faire des regroupements. Et là, on était dans quelque chose de beaucoup trop précis. Et donc là, pareil, il y a eu beaucoup de discussions et d'interactions avec le linguiste ou avec l'historienne et le géographe sur comment on pouvait regrouper cette classification qui avait été faite à l'époque pour faire ce regroupement en macro-domaine. Donc là, c'est vraiment, vraiment tout le monde autour de la table pour définir comment on va pouvoir regrouper ces domaines-là. Mettre ça en application, produire des résultats, des matrices de confusion pour ensuite essayer d'analyser et de mettre en question les résultats. Alors là, c'est une matrice de confusion. Alors c'est rigolo parce que moi j'ai découvert ça, je ne connaissais pas. Donc pour le linguiste, c'est un peu un omni, quoi, un objet mathématique non identifié dans un premier temps. Et c'est intéressant aussi dans l'interdisciplinarité parce qu'on découvre comment dire, des résultats ou des manières de regarder des résultats dont on n'a pas l'habitude. Et en même temps, en fait, on a trouvé que c'était extrêmement intéressant, je dis en discussion générale. Pourquoi ? Parce que finalement, ces matrices de confusion, elles vous disent un petit peu les tensions qui peuvent exister entre la classification automatique et ce que les lexicographes ont fait. Mais il ne faut pas la prendre comme une sorte de révélateur de faute, une erreur soit du classificateur, soit une erreur de lexicographe, mais plutôt en fait comme un outil heuristique, c'est-à-dire qui permet de réfléchir aux tensions, alors si j'ose dire un peu épistémologiques, que révèle en fait la classification automatique sur des textes qui ont été classés initialement de manière manuelle. Et on est au XVIIIe siècle, donc c'est vraiment un travail, c'est une fabrique de la transmission des savoirs, et donc il y a une dimension aussi, comment dire, changeante, qui évolue dans le temps, bon, avec des phénomènes très humains, quoi. Bon, c'est pas une machine. Et alors pour illustrer simplement rapidement ce point, cette espèce de friction un peu épistémologique, il y a d'abord la question de la dérive dans le temps, c'est-à-dire que si vous prenez l'encyclopédie d'Hydre-Lambert, par exemple, là, ça va s'étendre de 1751 jusqu'à 1772. Donc il y a 20 ans de travail. Dans le dictionnaire universel de Trévoux, il y a 8 éditions, on a de 1704 jusqu'à 1771, presque 70 ans. Donc les critères de classification humains vont dériver. À un moment donné, on va parler de botanique, et puis plus tard, on va parler de médecine, parce qu'on est en train de parler de plantes médicinales, etc. Donc, ça va révéler ces effets-là de dérive possible. Et puis, autre élément, mais il y en a plusieurs, c'est la dimension composite des articles. C'est-à-dire que les articles de géographie, par exemple, ne traitent pas en fait que de géographie.
il y a de la géographie, mais il y a aussi de l'histoire, il y a de la religion, il y a de la climatologie, il y a de l'astronomie. Et donc, ces différents dosages vont pouvoir varier en fonction des contributeurs. Il y a plus de 200 contributeurs dans l'encyclopédie d'Auré-Lambert. Et là aussi, le classificateur automatique, lui qui travaille de manière très systématique, hein, va en fait permettre de révéler en quelque sorte ces dimensions composites, variables, et de s'intéresser à ces dimensions-là. Voilà. Ensuite, on s'est demandé, une fois qu'on avait des résultats qui étaient intéressants et qui nous permettaient d'avancer sur Diderot, on s'est demandé comment on pouvait étendre ce qu'on avait fait sur Diderot à Trévoux. Là, la difficulté, c'était de pouvoir projeter la classification qu'on avait fait pour Diderot. Donc, il y avait la question de est-ce que c'est le même jeu d'étiquettes, donc est-ce que c'est la même classification qui peut être appliquée pour les deux œuvres ou est-ce qu'il y a des spécificités. Donc, de base, de manière assez basique, on peut appliquer notre modèle directement. C'est le même style de texte, ça marche assez bien. Et donc, ça nous donne, les résultats peuvent nous donner déjà des premiers éléments. Et puis, ça rejoint ce que vient de dire Denis sur voir un petit peu ces frontières, cette mouvance entre les domaines. Est-ce que ça semble cohérent? Et ensuite, il y avait le problème pour Trévoux, on n'a pas ces labels déjà étiquetés dans les données. Donc, il a fallu repérer ces marqueurs de domaine. Donc, par exemple, ici, les en termes de, se dit aussi en, etc. Donc, il a fallu remettre au point un système de repérage de cette classification pour essayer d'évaluer le modèle qu'on avait entraîné sur Diderot. En fait, on a un modèle qui est entraîné sur Diderot, on essaye de l'appliquer sur Trévoux, mais on n'a pas eu moyen de l'évaluer quantitativement. Donc là, c'était essayer de mettre au point cette base un petit peu annotée pour Trévoux pour pouvoir évaluer notre modèle et puis continuer éventuellement d'en réentraîner, etc. Donc il y avait un travail encore en regroupement en macrodomaines, une redéfinition des macrodomaines. On revient sur des résultats similaires avec des matrices de confusion qu'on peut analyser, comparer. Et tout ça, ça nous amène aussi à la mise en place d'une plateforme de consultation du Trévoux qui n'existait pas. Donc le Trévoux, il est sur Gallica sous forme de PDF. On n'a pas de version numérisée dans laquelle on peut faire des recherches plein texte, etc. Donc on a pu faire assez récemment avec tout ce travail-là, la mise en place d'une interface dans laquelle on peut interroger le Trévoux, on peut voir la liste ou naviguer dans les articles, on peut faire une recherche par mots-clés, par plein texte, mais on peut aussi rechercher ou naviguer par ces disciplines qu'on a pu attribuer. Pour certaines qui viennent des marqueurs de désignants qui sont présents dans les textes et pour d'autres qui sont prédits par un modèle de classification. Et pour un petit peu aussi donc, faire un peu le bilan de ce thème-là, donc l'interaction elle était un petit peu différente que dans le thème 1, c'est pour ça qu'on a voulu montrer ces deux thèmes-là. Donc là, d'un côté, on a évidemment le côté informatique avec les outils, les méthodes, le côté expérimentation, génération de résultats. L'autre côté, on a l'interprétation et la structuration, donc avec l'interprétation des résultats qui peuvent être produits. L'identification des désignants, donc ça c'est pour venir nourrir ce qui sera ensuite mis dans les outils. Donc il y a vraiment, l'interaction elle est à plusieurs niveaux, elle est soit en amont, soit en aval, mais voire même dans le développement lui-même. Donc il y a un dialogue continu ici, avec notamment lié aux questions du nombre de classes, de comment on fait pour gérer toutes ces classes, de la gestion des articles sans désignant, etc. Comment on fait pour implémenter, automatiser ce repérage ou résoudre ces problèmes-là. Des expérimentations croisées, l'évaluation des résultats avec les deux points de vue, donc comment lire ces résultats-là, qu'est-ce qu'ils nous disent, à la fois du point de vue informatique sur les résultats du modèle, mais aussi sur les aspects linguistiques. Et tout ça pour amener à quelque chose, un résultat qui est vraiment commun à nos deux disciplines. En termes d'impact, sur des impacts très court terme, évidemment, il y a la liste de nombreuses publications ou présentations dans différentes conférences et conférences invitées. On avait un gros souci, on avait à cœur de s'inscrire pleinement dans les questions de sciences ouvertes. Donc tout ce qu'on a pu développer dans les projets sont ouverts, disponibles, que ce soit les données enrichies, les données produites, les annotations, les cartes, etc., les modèles entraînés, tous les codes, des outils de démonstration pour utiliser ces outils-là ouverts à la communauté. Donc on est plutôt ouvert sur les communautés humanité numérique, donc que ces communautés-là, que des SHS puissent réutiliser tous ces outils-là, et la mise en ligne, par exemple, de données, par exemple, comme celle du Trévoux. Oui, alors, donc, moi je dirais, on s'est un peu baladé entre inter et pluridisciplinarité. On a l'impression que c'est en fait une zone un petit peu de
frontières à travers lesquelles on évolue d'un côté ou de l'autre. Alors, pour les indices plus objectifs d'interdisciplinarité, j'en parlais dans l'introduction, bon, vous voyez ici qu'on a mis oui à peu près partout, hein, c'est-à-dire qu'objectivement, on peut considérer aussi qu'il y avait enfin, qu'on aboutit à des pratiques plutôt interdisciplinaires, avec notamment un séminaire qu'on a animé pendant 2 ans autour du projet donc, Géode. Et puis pour terminer rapidement, effectivement, alors oui, en s'interrogeant, on a acquis aussi en fait des repères et du lexique, si j'ose dire, avec des référents quoi, que l'autre utilise habituellement et que nous, on ne connaissait pas ou on ne maîtrisait pas. Il y a effectivement on a construit ensemble, je dirais, une vision de plus en plus partagée, un peu des stratégies qu'on pouvait suivre. Il y a aussi de nouvelles idées qui germent. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le quotidien, c'est-à-dire des moments de partage où on va déjeuner, où on va ensemble et discuter du projet. Et ça, c'est aussi un moment d'interdisciplinarité important, même s'il n'est pas scientifiquement quantifiable. Voilà. On va prendre le temps peut-être pour une question. C'est est-ce que vous m'entendez hein, de toute façon? Est-ce qu'il y a une question? Ah oui. Oui. Moi, c'est très rapide. Ça marche pas. Si? Ah si, si. C'est très rapide. C'est à un moment donné, par rapport aux écrits du XVIIIe siècle, tu as dit finalement, l'encyclopédie, c'est un acte interdisciplinaire. Mais je pense que c'est plus difficile de l'appliquer. De fait, ça l'est. Mais la notion de discipline au XVIIIe et la notion de discipline au CNU du troisième millénaire, ça ne me paraît pas tout à fait pareil. Non, mais on avait quand même un philosophe et un mathématicien qui essayaient voilà, de travailler ensemble. Des grands, sauf que le philosophe était mathématicien et le mathématicien était philosophe. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, mais l'un était quand même plus mathématicien que l'autre et plus philosophe. Mais tu as raison, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Le partage. Les notions disciplinaires apparaissent, je crois, plutôt au 19e, puis ensuite plutôt. Tout à fait, je suis d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'était une grande question. Une fois qu'on passe sur différentes encyclopédies et qu'on se rapproche d'aujourd'hui, est-ce que les modèles de classification qu'on peut avoir pour cette époque-là tiennent toujours? Est-ce que c'est les mêmes domaines? Il faudrait faire avec l'encyclopédie universaliste, par exemple. Qui était dans le corpus. Ouais. Alors, autre technique, ça veut dire que vous avez tous les textes de l'encyclopédie du 19e, sont numérisés? Alors, pour les textes de pour le 19e siècle. Pour tu as dit Diderot, par exemple. Ah oui, oui. Il y a une base. Alors, oui, je réponds oui, rapidement, mais pour le 18e siècle, donc l'encyclopédie de Dormer, il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été, les littéraires sont très intéressés par l'encyclopédie. Donc il y a à la fois l'RTFL à Chicago, avec qui on a travaillé, qui a numérisé, qui propose une base de données, qui nous a communiqué ces données. Et puis il y a la Ancre, qui est une autre base de données et qui, elle aussi, met à disposition maintenant ces textes numérisés, qui sont encodés, etc. Donc là, on a quelque chose qui est déjà prêt. Par contre, pour le dictionnaire universel de Trévoux, il n'y avait rien. Enfin, il y avait seulement des photos, essentiellement chez Gallica, quoi. Donc, je pense qu'on a fait avancer aussi un peu les choses là-dessus, puisque au moins on propose une édition déjà dans laquelle on peut naviguer pour celle de 1743, en tout cas, parce qu'il y en a 8, donc ça n'a fait que 1 sur 8.